si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Le développement des télécommunications au cœur d'une rencontre entre experts à Cotonou. Ils évaluent la conférence mondiale des radiocommunications CMR 2015 et proposent des pistes de sortie. Stéphane Todomain, distingué par l'agence Authentique Média, le directeur général de l'ORTB a reçu les honneurs ce lundi pour la qualité de son management. Et puis l'examen blanc du certificat d'études primaires a démarré aujourd'hui à Cotonou. Les candidats au CEP jaugent leurs compétences avant l'heure. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Évaluer les institutions étatiques et non étatiques afin de prévenir, de détecter et réprimer les actes de corruption au Bénin. C'est l'objectif de Transparency International qui a été reçu en audience ce lundi par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il était question de faire le point de l'évaluation de la presse au Bénin. Le point avec Wison Debla et Jérôme Mongo. Cette rencontre vise à évaluer le système national d'intégrité en ce qui concerne les médias au Bénin. À l'entame de la séance, le président Adam Bonitessi a présenté l'institution de régulation des médias, ses 3 fonctions régaliennes et autres, sur la base des textes de la République. La HAC n'invente rien. Elle se base sur les textes pour assurer Eh bien, quelques problèmes avec cet élément. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. L'agence Authentique Média salue les efforts du directeur général de l'ORTB. Stéphane Todomain a reçu les honneurs ce lundi pour ses nombreuses initiatives prises en faveur de cet office. Le directeur général de l'ORTB fait partie des 15 lauréats distingués par l'agence Authentique Média. Awa Chérif nous en dit davantage. Dans l'univers des communications électroniques, tout change et tout évolue. C'est dans la recherche de solutions pour satisfaire aux exigences de ce secteur que se tient le séminaire international de l'Union africaine des télécommunications. Il est intitulé « Implémentation des résultats de la conférence mondiale des radiocommunications 2015 CMR 2015 et développement de la stratégie nationale large bande ». Durant 4 jours, nous aurons à travailler et à discuter des points clés du spectre mobile et du rôle du large bande dans le développement socio-économique des pays, tout en soulignant les points essentiels pour la mise en place d'une stratégie nationale large bande. Ce séminaire mobilise près de 200 participants venus des pays africains ainsi que des experts de l'industrie électronique. Tout doit être mis en œuvre pour que tout le monde en Afrique ait accès à l'Internet ou aux services large bande, et cela reste aujourd'hui notre objectif prioritaire. Car l'accès aux technologies de l'information et de la communication, en particulier à l'Internet large bande, peut agir comme catalyseur du développement. Les nouveaux objectifs de développement durable des Nations Unies soulignent d'ailleurs l'importance de la connectivité aux technologies de l'information et de la communication. Selon la ministre de la Communication, l'initiative est en phase avec la politique du gouvernement de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. Je voudrais donc vous inviter à œuvrer de façon collégiale, comme vous l'avez fait pendant les phases préparatoires de la CMR 15, à une bonne approbation des résultats, surtout les plus pertinents pour notre continent, ainsi qu'à l'étude des mécanismes les plus adéquats pour un réel essor du large band en Afrique. Le niveau d'expertise des participants présume de ce que le présent séminaire sera une occasion unique d'échanges fructueux et donc de ressourcement pour vos actions futures. À ce séminaire international, il sera essentiellement question de faire le point de la CMR 2015, puis de jeter les bases de la préparation de la CMR 2019 et enfin de renforcer les capacités en matière d'élaboration de la stratégie large bande.
Il s'agit bien là de l'élément de Jérôme Ougbo sur le séminaire international des experts en télécommunications organisé à Cotonou. Eh bien, nous reviendrons sur l'élément de la distinction du directeur général de l'ORTB avant la fin de cette édition. Les candidats au certificat d'études primaires planchent depuis ce matin pour un examen blanc. La phase écrite de cet examen a démarré ce lundi. Une équipe de la télévision est allée constater l'effectivité du démarrage de cet examen blanc du CEP. Le reportage de Samuel Adimi et de Rosemont Tchapoué. Les changements climatiques au cœur d'une épreuve d'expression écrite. Concentrés et attentifs, ces candidats à l'examen du CEP évaluent leurs compétences depuis ce matin, à la faveur d'un examen blanc. Ici, au centre de Kadjeon 1, ils sont 201 candidats venus de 9 écoles et répartis dans 4 salles de composition. Le plus souvent, quand on fait les examens blancs, c'est vous mettre d'abord les enfants dans le bain du vrai examen, le vrai jour. Là, ils sauront comment il faut faire le jour de l'examen. Et ensuite, cela nous permet à nous, enseignants, de pouvoir connaître le niveau de l'enfant et voir comment faire pour relever le niveau pour que le jour J, il soit prêt pour son examen. Pour cet examen blanc, la correction s'effectue au fur et à mesure après chaque épreuve. Ici, les copies de candidats reçoivent des coups de stylo rouge après l'épreuve de compréhension de l'écrit. Les appréciations sont très mauvaises. Les notes ne sont pas encourageantes. Les enfants, la plus faible ici c'est 2, la plus forte c'est 12. Et ici, déjà en français, on a ces notes. On se demande dans les autres champs de formation ce que ça pourrait donner. Parce que les réponses se trouvent dans le test. Un test qui parle de l'actualité présidentielle, où il y a les réponses. Dans le test, les enfants sont incapables de donner les réponses. Les notes qui sont arrivées ici, ça montre que le travail reste encore à parfaire. Les candidats, eux, voient plutôt les choses autrement. Les épreuves sont plutôt à portée de main. Je viens de composer en expression écrite, mais premièrement la composer en lecture. Alors dans l'ensemble, comment tu as trouvé les épreuves? Elle était facile. Oui, j'ai eu un peu de difficulté à l'expression écrite. Quand ils ont dit de faire la titre de journal, j'ai eu un peu de difficulté. Facile, très facile. Les questions n'étaient pas difficiles. J'ai aimé. Cet examen blanc dure 4 jours. Après la phase écrite qui s'achève demain, l'oral et les épreuves sportives suivront. Autre actualité dans cette édition, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée du paludisme. En finir définitivement avec le paludisme, c'est le thème retenu pour la célébration de cette année. Ce thème va guider toutes les actions et activités qui seront menées par le Bénin. Boniface Denapo, chef service des partenariats communication au programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, explique les efforts du gouvernement pour en venir donc à bout de cette maladie. Il est au micro de Héloïse Unator et Calvador Wangwanou. Une course contre le diabète. L'initiative de MTN Bénin qui entend apporter sa contribution au bien-être de la société. Ça fait 10 ans que MTN est installé au Bénin et vu que nous sommes dans notre 10e année, nous avons entrepris une série d'actions sociales dont la course pour la solidarité. Solidarité Diabète est une initiative que nous avons prise pour soutenir tous nos frères, amis et parents qui sont malades du diabète. Alors le 30 avril, oui, toute la population béninoise est invitée à courir sur 11 km pour soutenir les malades du diabète. L'objectif aussi, c'est de pouvoir aider nos populations à procéder à leur dépistage. Le ministère de la Santé prévoit plusieurs activités pour soutenir l'événement. Le 30, déjà à partir de 7h, il y aura des stands sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié pour dépistage gratuit du diabète et en plus des conseils que nous allons donner sur la prévention de cette maladie. Je crois que même après le marathon, le dépistage va continuer jusqu'à la fin de la mi-journée. Pour ce qui va se dérouler en pleine ville de Cotonou,
Toutes les mesures sécuritaires ont été prises. Il s'agit ici d'un événement sportif qui va se dérouler sur la voie publique. Ça veut dire la voie ouverte à la circulation. Et au niveau de la sécurité, toutes les dispositions sont prises pour que cette manifestation se déroule très bien. Au niveau du commissariat central de la ville de Cotonou, le commissaire central engage 130 fonctionnaires de police. Les sapeurs également sont de la partie. Mais le grand problème, c'est que la circulation sera légèrement perturbée. Tout ce que nous leur demandons, c'est de respecter les consignes que donneront nos agents sur la voie publique pour que tout se passe très bien. Que vous soyez professionnel ou amateur, l'essentiel c'est d'être sportif. Rendez-vous le 30 avril 2016. Ça va se passer ici même au stade de l'Amitié. C'est la course Solidarité Diabète. Je profite aussi pour remercier tous les partenaires que nous avons, c'est-à-dire la Sobebra, Huawei et surtout le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et des Sports aussi. Pour la réussite de l'événement, les organisateurs invitent le public à y prendre une part active pour un Bénin sans diabète. Eh bien, MTN qui s'engage ainsi contre le diabète à travers une course de solidarité dans la ville de Cotonou. 4 dossiers dans le collimateur du FONAC. Les dossiers ont trait, entre autres, à des questions de falsification de diplômes, de perception illégale, de double salaire et le fameux dossier PPEA2. Jean-Baptiste Elias était devant la presse cet après-midi pour dévoiler ces dossiers. Il est au micro de Samuel Adimi et Monique Toron. Le premier dossier concerne le directeur administratif et financier de l'Office béninois de recherche géologique et minière. Ce directeur DAF, a été nommé sur la base d'un diplôme qui n'est ni homologué ni valide par le ministre chargé des Mines. Le FONAC a donc instruit le dossier et a demandé au ministre chargé des Mines de relever l'intéressé de ses fonctions, de lui faire payer tout ce qu'il a perçu avec ce diplôme qui n'est pas valide. Mais, hélas, et nous les avons prévenus que si le travail n'était pas fait, nous allons rendre compte, et nous aujourd'hui, nous rendons compte à la population. Le deuxième dossier concerne un officier de justice. L'officier de justice dont il s'agit a falsifié un diplôme de maîtrise en droit. Et sur la base de ce faux diplôme, il s'est présenté au concours en 2011. Nous avons instruit le dossier. Nous avons demandé l'authentification de cette maîtrise, ce qui est révélé que c'est un faux diplôme. Le doyen de la faculté de sciences juridiques nous a confirmé que c'est un faux diplôme. Et nous avons fait tout le dossier que nous avons transmis au ministre de la Justice pour que la suite à donner à cette affaire puisse être faite. Le troisième dossier concerne le directeur général de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Percevait jusqu'à une époque récente double salaire. Un premier salaire sur le budget national et un deuxième salaire au niveau de son entreprise, donc de la société d'État. En mars 2014, nous sommes partis faire les investigations là-bas. Quand nous avons donné l'information à son ministre de tutelle, qui d'ailleurs avait désigné un de ses cadres pour suivre la séance avec nous, il nous a été dit qu'une commission a été mise en place. Et puis voilà, depuis 2014 jusqu'à ce jour, le monsieur est toujours en poste. C'est vrai qu'en temps, il a cessé de prendre un second salaire. Et qu'est-ce qu'il en est? La faute est commise. Et nous sommes aujourd'hui à l'ère où l'impunité doit cesser. Le quatrième dossier concerne le dossier PPEA2. La Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, devrait bénéficier de la part des Pays-Bas dans le cadre de PPEA2, un montant de 1,444 milliard et quelques pour s'approvisionner en matériel pour le branchement d'eau. Il s'est fait qu'en septembre 2014, le FONAC a décelé que la procédure engagée pour l'acquisition de ce matériel était une mauvaise procédure. Nous avons saisi le directeur général de la SONEB. Ils n'ont pas cru bon rectifier les choses en son temps. Les Pays-Bas, dans le cadre du PPEA2, qui devraient pouvoir payer 1,444 milliard et quelques, ont refusé de payer. Donc le Bénin a remboursé cet argent, alors que nous avons besoin de l'argent pour travailler. On a été obligé de payer cet argent sur les fonds propres de SONEB, ce qui aurait pu
si cet argent était resté dans les caisses de SONEB, permettre à faire autre chose. On met le cap sur la direction nationale de la loterie nationale du Bénin. 4 millions de francs CFA et 2 tonnes de ciment. C'est la somme et le lot en nature emporté par 2 gagnants de la loterie nationale du Bénin sous l'échangeur de Wiro à Cotonou. Cet après-midi, les 2 heureux du jour ont reçu leur gain. Mathieu Sokeno et Ibrahim Lawani. Un début de semaine particulièrement souriant pour ces gagnants de la loterie nationale du Bénin. Raymond Nkanri, soudeur, et Didier Ngbonon, mécanicien, entrent en possession de leurs gains sous le regard des proches et de quelques curieux. Le premier empoche un chèque de 4 millions de francs CFA, le second emporte 2 tonnes de ciment. Comme ce n'est pas pour la première fois chez moi, ça ne me fait pas une grande surprise. C'est mon habitude de prendre des cadeaux à la loterie, donc je suis très content. Quand tu croises les petits vendeurs, leurs voitures, il faut les arrêter pour jouer. Le jour de la chance, personne ne sait. J'ai fait sortir le ticket, je l'ai gardé, j'ai vu 4 millions. Les 4 millions là, moi je ne croyais pas. Arrivé à la maison, j'ai montré à mon épouse, elle croyait que c'est 400 000. Maintenant, je lui ai dit de bien voir ça. Elle a bien regardé. Elle a dit que exactement c'est 4 millions. La loterie nationale du Bénin invite les populations à faire le geste gagnant à chaque occasion. Le seul secret à la LNB, c'est de gratter. Chaque jour, il faut tenter sa chance. C'est notre mission première, c'est de mobiliser les épargnes, de les repartager, les lots gagnants, les bénéfices à toute la nation. Le chèque désormais entre les doigts, le gagnant peut enfin réaliser des projets. Je voulais acheter un terrain, mais mon argent ne suffisait pas. Et voilà que j'ai gagné 4 millions. Donc ça va m'aider à acheter ce terrain-là. Peut-être que le prochain gagnant est à rechercher parmi ces citoyens qui tentent déjà leur chance. Voyons cette actualité. L'agence Authentique Média salue les efforts du directeur général de l'ORTB. Stéphane Todomé a reçu les honneurs ce lundi pour ses nombreuses initiatives prises en faveur de cet office. Le directeur général de l'ORTB fait partie des 15 lauréats distingués par l'agence Authentique Média. Awa Chérif pour les détails. Directeur de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB reçoit le certificat de reconnaissance et de mérite et ce trophée de l'Authentique Média. À l'origine de cette distinction, le fruit des réformes engagées par la direction pour la crédibilité de la chaîne de service public. Nous avons essentiellement noté plusieurs réformes à l'actif du DG Stéphane Todomé. C'est sous lui que la deuxième chaîne a été une réalité au Bénin. Je vais parler de BB24. Et c'est également sous lui que la Radio Bénin à l'AFIA a été également une réalité. Et là, nous savons tous ce que font ces deux nouveaux-nés-là dans l'univers des médias. L'ORTB est beaucoup plus présent sur les événements. L'ORTB a joué un rôle très capital pendant ces différentes élections. Et vous le savez très bien, les législatives, les communales et puis la grande élection présidentielle qui est de tous les enjeux. Et je vais citer juste l'exemple de ce plateau-là que vous avez pu réaliser. C'est le face-à-face entre les deux concurrents au deuxième tour. Au-delà du mérite personnel, c'est le travail collectif qui est salué selon le premier responsable de l'office. Au nom de la direction générale, de tous mes collègues directeurs, de tout le personnel, je voudrais remercier l'ONG Authentique Média pour cette distinction. Si une ONG, si petite soit-elle, remarque que nous avons fait ensemble des efforts et décide de nous honorer, nous ne pouvons que remercier le travail qui est fait collectivement. Je voudrais dire merci et dire que ce qui nous attend, c'est de faire mieux que ce que nous avons fait jusque-là. Les défis sont énormes. Le directeur invite tout le personnel à la rigueur et au travail bien fait, seul gage pour redresser la pente.
Et on parle sport avec les foulées de la francophonie. L'Institut français de Cotonou organise chaque année les foulées de la francophonie, une compétition qui regroupe les élèves de quelques collèges de la capitale économique du Bénin et des athlètes professionnels. Pour cette édition, cet athlète Daouda Korongo qui est le grand vainqueur. Voici le reportage de Bénédicte Kosso et Hugues Zissozono. Le sport est une valeur de l'espace francophone parce que aussi ça permet de rassembler différents publics, ceux du secteur privé, ceux des institutions, 10 lycées de la ville et collèges. Voilà, c'est un peu une fête du sport. D'ailleurs, vous voyez, à chaque édition, le nombre d'inscrits est croissant et les lycées sont tous au rendez-vous. Alors on va essayer si vous voulez, c'est bien, c'est comme un petit championnat scolaire, même pourquoi pas à l'avenir en faire le championnat scolaire un peu du Bénin. Mais l'esprit de rassembler 5 filles et 5 garçons par lycée, pas forcément des spécialistes, c'est vraiment l'esprit de la francophonie. L'esprit de la francophonie, courir ensemble, partager ensemble et échanger dans la langue de Molière. Même état d'esprit tout le long du parcours entre les équipes de relais et les compétiteurs individuels. Mais malgré cette fraternité, Daouda Korongo écrase la concurrence et conserve son titre. Je suis tellement heureux de garder toujours mon titre sur le plan national. Étant champion, il faut montrer que l'équipe de est toujours champion. Ce qui a été le cas. Je suis participant dans une compétition. On soit premier, on est toujours heureux. Je représente un centre, le CEC, qui est dirigé par M. Claude Guillaume. Et par lui, je représente son centre. Bon, je suis très heureux et je l'encourage aussi pour son effort qu'il fait pour nous. Vous avez vu la course selon l'arrivée, ça veut dire qu'il n'y a pas eu tellement d'efforts qu'il a fournis juste pour finir la course qu'il a fait. Et pour ne pas être absent de la course, je me suis participé également. Sinon, tout le monde savait que je serais sur le podium de force. Sur la deuxième marche du podium, un jeune athlète, Euphrem Agbessi, en nette progression depuis quelques années. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en 2011, et j'aime beaucoup ça. C'est pas pour rien que je suis là. Je suis venu pour gagner aussi. Chaque jour que Dieu fait, soit on se retrouve entre athlètes au stade de l'amitié, soit je suis seul sous le soleil pour le 24 km ou le 25 km. Et puis c'est le quotidien. Je ne peux pas dire que je me suis fixé l'objectif de gagner la Coupe de la francophonie. Je suis venu, c'est pour ça que je travaille. Non, je travaille à long terme. La petite déception de cette édition est bien évidemment William Akoano de l'ASPAC. Il revient sur les raisons de sa contre-performance. Je ne peux pas travailler beaucoup parce que j'ai une blessure dans le pied. C'est pourquoi le temps que j'ai fait là, ça ne me pas encore mal. Course difficile pour les professionnels, mais également pour les novices, surtout que la chaleur est étouffante ce dimanche matin. Racontez-moi votre course. C'était pas facile. Il faisait très très chaud et on s'entraînait pas mal, mais c'est un peu tard pour commencer. Donc je pense tôt le matin ou plus tard, ça serait plus facile. Malgré les conditions climatiques rudes, certains se sont illustrés en remportant des breloques en bronze, en argent et en or. On quitte le Bénin pour la République démocratique du Congo. La dynamique de l'opposition, l'une des principales plateformes politiques opposées à un troisième mandat du président congolais Joseph Kabila, a appelé la population à accentuer la pression sur le régime afin d'exiger la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Le récit de Samuel Adimi. Une rencontre populaire pour accentuer la pression sur le régime Kabila et exiger la tenue de la présidentielle avant fin 2016. Elle se tient en marge de la commémoration de l'ouverture démocratique lancée le 24 avril 1990 par le dictateur Mobutu Sese Seko qui a régné sur la RDC pendant 32 ans. Du haut du balcon du siège des forces novatrices pour l'union et la solidarité FONUS, les dirigeants d'opposition ont tour à tour réitéré leur refus de participer au dialogue national voulu par le président Kabila qu'ils considèrent comme un piège. Ils ont à l'occasion redit leur rejet de tout report de la présidentielle. Fin novembre, Kabila avait annoncé son intention de convoquer un dialogue national inclusif destiné à permettre un consensus sur le calendrier électoral et le financement des élections. 5 mois plus tard, le projet est au point mort. À Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, la police a empêché la tenue d'un meeting pacifique que projetait de tenir Moïse Katumbi,
À 51 ans, le richissime homme d'affaires et président du prestigieux club de football tout-puissant Mazembe de Lubumbashi est un probable candidat à la prochaine présidentielle. Le climat politique est tendu depuis des mois dans le pays en raison de l'incertitude liée au très probable report de ce scrutin censé avoir lieu fin novembre. L'opposition accuse Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, à qui la Constitution interdit de se représenter, de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat en décembre. Et au Burundi, le général Tutsi Athanase Kararuza, conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité, a été tué, ainsi que son épouse et sa fille, dans une attaque menée ce lundi matin à Bujumbura par des hommes non identifiés. Le récit des faits avec Samuel Adimi. Le général Kararuza s'est fait attaquer et tué par un groupe fortement armé alors qu'il déposait sa fille devant le lycée du Saint-Esprit dans le quartier de Guiosha lundi. Sa fille a succombé à ses blessures à l'hôpital alors que les médecins tentaient l'impossible pour la sauver. Plusieurs autres sources sécuritaires haut placées, le responsable de la communication de la présidence burundaise, Willy Nyamute, ont confirmé l'attentat et la mort du général. Le général Kararuza, issu de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi, les ex-FAB, a été notamment commandant adjoint de la composante militaire de la mission de paix de l'ONU en République centrafricaine entre fin 2013 et fin 2015. Il avait été récemment nommé conseiller du premier vice-président burundais, Gaston Sidimou, issu de la minorité Tutsi. La constitution du Burundi prévoit que le premier vice-président soit issu d'une ethnie et d'un parti différent de ceux du chef de l'État. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 à un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet au terme d'une élection controversée. Les violences ont déjà fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 personnes à quitter le pays. Au terme de l'accord d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile de 1993 à 2006, la police et l'armée sont paritaires au Burundi, un pays où les Hutus représentent 85% de la population et les Tutsis 14%. Dimanche soir, un autre officier Tutsi de la police qui travaillait pour le service national de renseignement a été grièvement blessé, tandis que son épouse et un domestique ont été tués. Les responsables de ces attaques, décrits à chaque fois comme de véritables commandos militaires, ont pu prendre la fuite, selon des sources policières. Et enfin, les Équato-Guinéens en attente des résultats de la présidentielle du dimanche dernier. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans la paix et la quiétude. Le récit de Awa Sherif. Les Équato-Guinéens ont voté dimanche en bon ordre et dans la discipline pour choisir le président. Ce scrutin devrait voir la réélection de Teodoro Obiang au pouvoir depuis 1979. Aucun incident ni débordement n'a été signalé pendant la journée avec un scrutin encadré de près par les forces de sécurité jusqu'à la fermeture. Eh bien, quelques problèmes avec cet élément et c'est ainsi que nous mettons un thème à cette édition. Le programme prévoit à 21h le magazine La Douane chez vous et à partir de 22h les feuilletons, le choix de l'amour et la fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.